Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Guest of the Week ou l'invité de la semaine, le rendez-vous hebdomadaire de Ranet Plus. Alors aujourd'hui ici à Strasbourg pour la première session plénière de la rentrée. Après avoir rechargé ses batteries durant les vacances d'été, nous revenons sur un sujet chaud de l'actualité européenne, l'union bancaire. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau le commissaire en charge du marché intérieur, Monsieur Michel Barnier. Bonjour. Bonjour. Monsieur Barnier, bonjour. À mes côtés également Jean-Michel Boss, qui est rédacteur en chef de Ranet Plus et qui interviendra également durant l'entretien. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors ce matin, d'abord une brève réaction par rapport à la proposition de Verhofstadt. Donc il a proposé d'accélérer le vote sur le dossier de l'union bancaire juste avant les élections européennes. Pensez-vous que c'est possible? Peut-être d'abord rappeler ceux qui nous écoutent et que je salue que Guy Verhofstadt est ancien Premier ministre de Belgique et est aujourd'hui président de l'un des groupes, le groupe des libéraux au Parlement européen, et qu'il a effectivement fait cette proposition qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'elle me concerne directement, et il a clairement proposé que l'union bancaire, qui reste pour une part à construire, fasse l'objet d'une procédure accélérée ici au Parlement européen. Et d'une manière ou d'une autre, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Et il faut aussi que les ministres des Finances, que je vais rencontrer dans quelques jours à Vilnius, puissent aussi travailler rapidement. Il y a urgence à bâtir la totalité de l'architecture de cette union bancaire. Mais est-ce que c'est réalisable avant les élections? Parce que c'est un sujet sujet très évidemment complexe. C'est réalisable. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et le texte est là, depuis le mois de juillet, sur la table des ministres, sur la table du Parlement européen. Il s'agit du mécanisme européen de résolution. L'autre partie de l'union bancaire, probablement la plus difficile à construire, a déjà été votée. Je l'avais proposée au mois de septembre 2012 et nous l'avons mis en place. Elle sera opérationnelle l'année prochaine sur la supervision. Il reste la question de la résolution. Oui. Est-ce que cette supervision, excusez-moi de vous interrompre, cette supervision, finalement, ce n'est pas toutes les banques qui seront sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous en vouliez plus ou pas? Ce sera seulement les plus grosses. Non, toutes les banques européennes de la zone euro, ou des pays qui rejoindront l'union bancaire volontairement, qui ne sont pas encore dans la zone euro, c'est leur choix. Toutes ces banques seront supervisées de la même manière sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne. Naturellement, ce n'est pas depuis Francfort qu'on va aller regarder n'importe quelle caisse d'épargne, Landesbanken ou banque italienne dans le détail. Les superviseurs nationaux vont continuer à faire leur travail, mais ils le feront désormais dans un cadre commun, avec un manuel commun, sous le contrôle de la Banque centrale, qui, elle, supervisera directement les plus grandes banques. Pour le dire précisément, en effet, les Allemands rechignaient à ce qu'on aille mettre le nez dans leur Landesbank, parce qu'on sait qu'il y a quelques cadavres dans les placards. Je ne crois pas que ce soit ça qui ait provoqué la préoccupation allemande, très franchement. Les Allemands se soucient de la subsidiarité, que l'on fasse au niveau européen, ce qui est vraiment nécessaire de faire ensemble, et qu'on laisse les autres niveaux jouer leur rôle. Donc j'ai pu comprendre finalement que plus de 6000 banques dans la zone euro. Oui. C'est pas raisonnable de dire qu'on va les superviser directement. C'est vrai, il y avait une raison très pratique. Donc nous avons du côté allemand, on sait très bien qu'il y avait aussi il rechignait à ce qu'on aille voir les Landesbank qui ont des problèmes L'Allemagne a intérêt, et les contribuables, les épargnants allemands, à ce que leurs banques soient solides, bien gouvernées et bien supervisées. Donc nous avons trouvé un système commun, un manuel commun, un cadre commun. L'autorité de la Banque centrale est claire sur l'ensemble des banques, mais elle sera en quelque sorte déléguée aux superviseurs nationaux pour les banques les plus petites ou les banques qui n'ont pas d'activité transnationale. Mais si la Banque centrale européenne, depuis Francfort, considère qu'une petite banque justifie une supervision directe, elle pourra le faire. Donc nous avons là un cadre commun. Et je rappelle aussi une chose importante pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand on parle de l'union bancaire, pour la zone euro, on parle de la mise en œuvre opérationnelle, plus efficace, plus intégrée, peut-être même, je peux dire quelque part,
plus fédérale, dans la zone euro, de règles qui sont les mêmes pour les 28 pays de l'Union européenne. J'ai bâti depuis 3 ans et demi ce qu'on appelle en anglais le Single Rule Book, un cadre réglementaire pour les banques, les assurances, les marchés financiers, les bourses, tous les acteurs, tous les produits, tous les secteurs. Ça, c'est la loi européenne qu'on a construite avec le Parlement, avec les ministres, depuis 3 ans et demi pour toute l'Europe, pour les 28 pays du marché unique. Ce sont les mêmes règles partout. Simplement, dans la zone euro, on va appliquer ces règles pour les banques de manière plus intégrée, pour être plus efficace, parce que dans cette zone euro, nous avons entre les banques et les États une interdépendance, un risque systémique plus grave. On va revenir sur la résolution. C'est Laetitia qui va vous poser une question qui est un peu le deuxième étage de la fusée Union bancaire. Donc justement par rapport à cette résolution unique, qu'il s'agit de restructurer les banques défaillantes, c'est un système très très complexe. Donc d'abord c'est en quelque sorte c'est la Banque Centrale Européenne qui tire la sonnette d'alarme et qui renvoie le problème donc à la Commission. La Commission demande aux parlements nationaux de remettre un rapport ensuite avec leur constat. Ensuite ça revient à la Commission européenne qui décide ensuite de mettre cette banque de... C'est la base simplifiée de votre proposition du 10 juillet dernier, c'est ça? C'est un peu complexe, c'est un petit peu comme une usine à gaz. C'est un compromis à la bruxelloise. Si je puis me permettre, ça serait complexe si on dit les choses de manière inexacte. Donc il faut les dire de manière exacte et ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses ont été proposées au mois de juillet. Quand on parle de résolution, on parle de mise en faillite ordonnée d'une banque, et donc quelques cas exceptionnels, j'espère le moins nombreux possible, grâce à tout ce qu'on aura fait par ailleurs. Supervision bancaire, gouvernance des banques, capitalisation des banques, toutes ces lois ont été votées pour les 28 pays de l'Union et les 8000 banques de l'Union européenne. Dans la zone euro, à raison de cette interdépendance, nous devons faire plus attention. Et surtout protéger les contribuables. Moi, je pense que de faire payer les contribuables les faillites ou les erreurs des banquiers, ça suffit. Donc il faut que les banques payent pour les banques qui soient organisées. Quand il y aura quelques cas de banques en très grande difficulté, qu'est-ce qui donnera l'alerte? Vous avez raison, c'est la Banque Centrale Européenne en tant que superviseur. À qui donnera-t-elle l'alerte? À qui demandera-t-elle de mettre en place un plan de résolution? À un nouvel organisme qui s'appelle le Conseil de résolution, qui regroupera la Commission européenne, la Banque Centrale Européenne, qui aura un président, un vice-président ou une présidente, et qui réunira autour de la même table, de manière organisée, les autorités nationales de résolution, qui, on l'a vu dans l'affaire Dexia, sont chacune dans leur coin, se réunissent en catastrophe, ne peuvent pas décider entre elles facilement. C'est ça que je veux changer. Je veux qu'on puisse être capable de décider avec les autorités nationales de résolution. Et une fois que ce conseil de résolution aura préparé le plan de résolution de la banque, c'est la Commission qui aura, en tant qu'institution européenne, la possibilité d'appuyer sur le bouton pour déclencher la résolution. Exactement. Avec un appel, non pas aux contribuables cette fois-ci, mais aux actionnaires, aux créanciers et à tous ceux qui font vivre la banque. On sait aussi que cette structure, cette organisation est le fruit d'un délicat compromis, puisque Berlin, je ne veux pas toujours désigner les Allemands, mais puisque Berlin n'était pas favorable à l'idée d'une autorité centrale de résolution qui soit contrôlée par la Commission. Pour le dire clairement, c'était Berlin rechigné à ça. Donc là, tout le monde est associé et c'est bien aussi. C'est ça aussi l'Europe. Il y a aussi un point qui est important, c'est le fonds de résolution bancaire qui sera doté de 55 milliards d'euros. C'est pas de l'argent public, c'est ça qui est bien, puisque ce sera une taxe de 1% sur l'ensemble des dépôts bancaires. Donc on n'ira pas prendre dans la poche du contribuable. Formidable. Mais encore une fois, allez, on va faire la critique classique qu'on apporte à l'Europe, c'est-à-dire trop peu et trop tard. Ce fonds sera disponible dans 10 ans, dites-moi si je me trompe. Et il sera doté de 55 milliards d'euros. Si la BNP ou la Deutsche Bank se casse la figure, ça ne sera pas assez. D'abord, je veux répéter que cette autorité européenne de résolution, dans la zone euro, parce que nous avons cette liaison, cette interdépendance, ce risque systémique en commun, elle est logique. Elle ne sera pas sous le contrôle de la Commission. Elle sera indépendante. Et la Commission en fera partie, et c'est la Commission qui, en tant qu'institution, déclenchera. Et si on trouve une meilleure idée un jour, je suis prêt à la soutenir. Oui. Je ne cherche pas un rôle particulier pour la Commission dans ce domaine. Je cherche un système qui fonctionne, qui nous évite de connaître les problèmes qu'on a connus avec Dexia, avec d'autres banques transnationales ou internationales, où on n'a pas trouvé le moyen de régler rapidement les problèmes au détriment finalement des contribuables. Alors le fonds de résolution. On va d'abord appeler, comme je l'ai proposé dans la directive sur la résolution, ce qu'on appelle le bail-in, les créanciers et les actionnaires de la banque
pour participer à la restructuration de la banque. Si ça ne suffit pas, on pourra, dans certaines conditions, faire appel à un fonds dont je souhaite qu'il soit créé dans chacun des 28 pays et pour la zone euro, qu'il devienne un fonds commun, ce qui est aussi logique. Vous ne pouvez pas reprocher, ou chacun doit comprendre plutôt que la Commission propose des solutions européennes. C'est d'ailleurs un bel outil. Et ce fonds montera en puissance sur une dizaine d'années. Ça ne lui interdit pas d'emprunter, s'il a besoin de faire face à une situation exceptionnelle, d'emprunter dans cette période de 10 ans pour faire face à une restructuration bancaire. D'accord. Et les 55 milliards à l'issue de ces 10 ans, c'est un peu juste. On verra bien quelle sera la décision finale des ministres et du Parlement européen. Moi, j'ai fait cette proposition. C'est un fonds qui va monter en puissance avec un prélèvement progressif et limité sur les dépôts pour sécuriser, que les banques payent pour les banques quand elles sont en difficulté. Mais je voudrais aussi, peut-être pour bien, non pas rassurer, mais expliquer qu'on aura affaire à quelques cas seulement de résolution. Parce que toutes les lois nouvelles que j'ai proposées, qui sont aujourd'hui adoptées et qui entrent en vigueur maintenant, je le répète, la supervision extérieure, la supervision interne des banques, la gouvernance des banques, la bonne capitalisation des banques, des niveaux de liquidité suffisants, tout ça, ça n'existait pas. C'est d'ailleurs ce qui explique l'engrenage des faillites bancaires qu'on a demandé aux contribuables de payer depuis la crise des subprimes aux États-Unis. Toutes ces lois vont rentrer en vigueur en ce moment, et d'autres encore. Elles doivent limiter les risques, elles doivent faire que les banques soient bien capitalisées et mieux gouvernées et correctement supervisées. Donc on aura cette sécurité-là, et si dans certains cas extrêmes il y a quand même une faillite, eh bien elle sera ordonnée cette fois-ci et non pas désordonnée ou improvisée. Entre octobre 2008 et octobre 2011, la Commission européenne a approuvé environ 4 500 milliards d'euros d'aide d'État, donc de l'argent public pour sauver les banques. On ne rappelle pas assez souvent ce chiffre. On parle beaucoup d'un autre chiffre qui sont les 643 milliards d'euros prêtés par l'Union européenne, le FMI à la Grèce, à l'Irlande, à l'Espagne et au Portugal. Celui-là, on en parle beaucoup, mais les 4 500 milliards moins souvent. Qu'est-ce qui nous garantit qu'aujourd'hui, le lien entre faillite des banques et poche du contribuable est définitivement rompu? Vous avez raison de rappeler le coût de cette crise financière venue des États-Unis qui s'est propagée en Europe, qui a aggravé chez nous une autre crise qui était la nôtre, celle de la dette publique trop large, et ce lien entre banque et dette publique. Et on a, selon les chiffres, entre 11 et 15% du PIB, dont font partie ces centaines de milliards qui ont été consacrés par les pouvoirs publics à sauver le système bancaire pour protéger les épargnants, finalement, et éviter que ça explose. C'est bien de rappeler ces chiffres parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je ne peux pas exclure, malgré toutes les lois que nous avons votées, que dans certains cas extrêmes, on aura quand même besoin d'argent public national ou européen. Et c'est aussi pourquoi la Commission garde ce rôle en matière de contrôle des aides d'État pour vérifier que ces aides publiques sont apportées dans des conditions correctes et équitables vis-à-vis des autres pays. Laetitia ? Je vais peut-être revenir justement sur la gouvernance de la Banque Centrale Européenne. Vous pensez qu'il faudrait modifier le traité? Vous pensez que le traité sera modifié pour que justement la Banque Centrale Européenne assume pleinement ce rôle de superviseur? Non, la preuve est faite que pour cette mission de supervision, dans le traité actuel, comme d'ailleurs les chefs d'État me l'avaient demandé, nous avons trouvé le moyen de confier ce rôle à la Banque Centrale Européenne en distinguant bien ce qui est sa première mission, la stabilité monétaire, qu'elle va exercer à nouveau et continuellement de manière indépendante avec des procédures spéciales, et puis cette nouvelle mission que les traités avaient prévue de supervision, mais avec un cloisonnement. La question de la modification du traité est importante, les Allemands nous l'ont posée, et je pense qu'il faut être très attentif à la meilleure sécurité juridique de tout ce qu'on fait. Et pour la résolution, nous avons, nous, Commission, proposé un article du traité, qui est un article du marché unique, qui nous permet aussi de travailler avec le traité actuel. Mais maintenant, moi je n'exclus pas du tout qu'une future modification du traité, notamment pour mieux faire fonctionner la zone euro, permette de préciser, d'améliorer, de consolider l'union bancaire à l'avenir. Mais dans le traité actuel, nous pouvons fonctionner, nous pouvons démarrer. J'espère que grâce au vote du Parlement, nous allons pouvoir le faire en 2014. La Banque centrale s'y prépare. Rien n'interdit, au contraire, d'améliorer les choses ultérieurement avec une modification du traité. Merci. Un petit mot de fin. Donc on approche des élections européennes. Donc comment voyez-vous l'Europe justement après 2014 ? C'est difficile alors qu'il y a tellement de gens qui souffrent, d'entreprises en difficulté qui ne trouvent pas de crédit, de gens qui sont au chômage, de dire que ça va mieux. Mais
franchement, je pense par rapport à cette succession de crises, ou cette addition de crises qu'on a affrontées comme jamais depuis 5 ans, la crise financière, la crise de la dette souveraine, la crise de la gouvernance de la zone euro, plus les crises écologiques ou les crises sociales et économiques qui continuent, je pense qu'on a pris les bonnes décisions pour les citoyens, pour les contribuables, pour nos États, pour l'Europe. Maintenant, nous mettons en œuvre ces décisions. En tout cas, moi, je l'ai fait avec passion et le plus vite possible, le mieux possible depuis 3 ans pour mettre des règles dans la finance et créer l'union bancaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant se consacrer à la mère des batailles, qui est la bataille pour l'emploi, pour la croissance, pour la compétitivité. Mais la base de cette bataille pour l'emploi, c'est que les bases financières soient solides, qu'elles soient stables, qu'elles soient saines, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, pardon, il fallait d'abord recréer des bases solides et saines. Nous l'avons fait. Maintenant, il faut gagner la bataille de la compétitivité, utiliser mieux le marché unique. C'est aussi pourquoi, dans l'autre partie de mon travail, j'ai présenté tant de textes pour faire mieux fonctionner le marché unique, le brevet européen, la simplification des marchés publics, le marché unique des télécommunications et du numérique, et d'autres exemples aussi. Je pense aussi que la prochaine bataille pour la prochaine commission, le prochain Parlement, va être de retrouver l'audace qu'on a eue il y a 50 ans d'avoir une politique industrielle. Je pense qu'il faut que l'Europe redevienne une base manufacturière, une base de production industrielle, pas seulement une économie de services. Je pense que sur ce point, vous allez être d'accord avec Berlin. C'est à tout cela que je veux consacrer mon énergie, mon enthousiasme dans les temps qui viennent. Ok, donc vous personnellement, pour votre carrière après 2014, vous la voyez comment ? C'est pas le plus important. Beaucoup de gens me disent, et j'y suis sensible, que je peux être utile pour une nouvelle période à partir de 2014. Je ne sais pas encore où et comment. En tout cas, je participerai au débat, j'expliquerai ce que j'ai fait. Je dirai ce qu'il faut changer ici à Bruxelles et à Strasbourg. Il y a des choses à changer. Il faut changer l'Europe. Il faut consolider l'Europe et il faut aussi la changer, la rendre moins bureaucratique, lui donner de nouvelles politiques industrielles, politiques étrangères, politiques de défense, par exemple. Et c'est à ça que je veux me consacrer. Je ne peux pas vous dire encore où je serai le plus utile. J'espère être utile quelque part. On aura l'occasion d'en reparler. Merci M. Barnier. Merci Michel et merci M. Barnier d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Euranet+. À bientôt.